Une foule enthousiaste, massée au centre municipal d'Ottawa, assistait à du jeu enlevant entre les deux équipes choisies pour le match d'ouverture. Le hasard a voulu que la jeune équipe de Finlande rencontre alors les redoutables favoris, l'équipe Canada 76, déjà fébrilement motivée. Le Canada avait bien appris sa leçon lors de ses deux rencontres préalables avec les Soviétiques en 72 et 74 et n'allait pas prendre ce tournoi à la légère. Des joueurs de la trempe de Bobby Clarke, Phil Esposito et Bobby Hull connaissaient toute l'habileté des Européens, surtout celle des Soviétiques et des champions tchécoslovaques. L'équipe Canada 76 réunissait les meilleurs effectifs que pouvait offrir la Ligue nationale et l'Association mondiale de hockey. Bref, les plus grands joueurs au Canada. À compter de la première mise au jeu, les jeunes Finlandais furent nettement dépassés par la finesse du jeu de passe, la mise en échec avant et la détermination des Canadiens. Exerçant un contrôle complet sur la rondelle, les Canadiens dominaient leurs adversaires. En peu de temps, la tension se manifestait chez les jeunes Finlandais. À preuve, Matti Hagman faisait trébucher Bobby Orr et l'équipe Canada avait la première occasion d'utiliser son jeu de puissance. Déjà redoutable à l'attaque, l'équipe Canada devint impitoyable dans son jeu de puissance. Il ne fallut que 39 secondes aux Canadiens pour profiter de la situation, alors que Richard Martin comptait le premier point du tournoi pour la Coupe Canada. L'équipe Canada poursuit son attaque et Bobby Hull, toujours opportuniste, s'empare du retour de son propre lancer et marque un but presque semblable à celui de Richard Martin. Le Canada 2, la Finlande 0. Rien ne semble pouvoir ralentir l'élan de l'équipe Canada et Phil Esposito marque un but à partir de derrière le filet, portant le compte à 3-0 après seulement 7 minutes de jeu. Les Finlandais, abasourdis par la pression constante exercée par les Canadiens, décident de changer leur gardien de but, histoire de gagner du temps pour se regrouper. Le changement produit momentanément un effet positif. Et les Finlandais ont à peine le temps d'amorcer une attaque que bientôt les Canadiens reprennent l'initiative. La riposte est menée par Bobby Hull et ses compagnons de ligne Phil Esposito et Marcel Dionne. Au cours des années passées, l'équipe Canada était forte à l'attaque, mais sa défensive manquait de cohésion. L'équipe Canada 76, aussi forte à l'offensive, montrait plus de solidité à la défense. Et Bobby Orr serait un pilier de cette forteresse. À cause de blessures au genou, Orr n'avait pu jouer contre les Russes en 72 et 74. Mais il avait hâte de faire ses preuves devant les Européens dans ce tournoi pour la Coupe Canada. Les Canadiens, fervents du hockey, connaissaient Orr pour l'avoir vu évoluer au sein de nos équipes professionnelles. Mais il allait maintenant faire l'admiration des Européens par sa maîtrise complète du jeu. Les Canadiens continuent d'attaquer. Et bien qu'il soit à court d'un joueur, Darryl Settler s'échappe pour aller compter le dernier but du match. Compte final, Canada 11, Finlande 2. Chez les Canadiens, Richard Martin et chez les Finlandais, Matti Hagman étaient choisis joueurs étoiles du match et la première rencontre pour la Coupe Canada passait à l'histoire. Changement de décor et nous sommes à Montréal. Les Tchécoslovaques, champions du monde, sont prêts à affronter leurs grands rivaux, les Soviétiques. Pour la première fois, on assisterait à du hockey à l'européenne et ce style s'avérerait tout aussi divertissant et tout aussi robuste.
rudesse de part et d'autre, jusqu'à ce que des pénalités vinrent ralentir les élans. Milan Novi comptait le premier but pour la Tchécoslovaquie, suite à un magnifique jeu de passe. Le premier point est toujours important, et le gagnant de ce match aurait un avantage psychologique tout au long du tournoi. Les Tchécoslovaques continuent d'assumer l'initiative. Augusta se heurte à Tretiak et Pospisil lance une rondelle libre dans le filet des Russes. Tretiak proteste, mais l'arbitre Bruce Hood est immuable. Le point est enregistré et les Tchécoslovaques mènent 2-0. Les puissants soviétiques n'abandonnent pas pour autant. Et leur capitaine, Alexander Maltsev, profite d'une maladresse dans le jeu de puissance de l'adversaire et marque un but avec un joueur en moins de son côté. La marge à l'avantage des Tchécoslovaques n'est plus que d'un point. Mais bientôt, Novi déjoue Tretiak une deuxième fois et la Tchécoslovaquie prend l'avance 3-1. Les effectifs des Soviétiques comptaient 7 nouveaux joueurs. À certains moments, leur manque d'expérience était évident. Ayant raté plusieurs occasions de compter, mais ils justifieraient bientôt leur présence au sein de leur équipe. Le jeune Helmut Balderis, avec un lancer foudroyant, déjouait les Tchèques et réduisait la marge des champions à un seul point. Mais les Tchécoslovaques allaient prouver qu'ils étaient vraiment champions en marquant 2 autres buts en dernière période pour enfin remporter le match au compte de 5-3. Les Tchécoslovaques, fous de joie, envahirent la patinoire. Ils avaient battu les Russes et devenaient de sérieux candidats pour la série finale. 2 soirs plus tard, l'équipe Canada continuerait de dominer cette fois une autre équipe moins bien favorisée par les experts. Contre l'équipe des États-Unis, le Canada prit vite une avance grâce à un but marqué par Phil Esposito durant un jeu de puissance. Mike Polish de l'équipe américaine s'en prend à Peter Mahovlich et de nouveau l'équipe Canada a l'avantage numérique. Les Canadiens font une trouée dans la zone américaine et Mahovlich s'empare d'un retour de Orr pour marquer le deuxième point du Canada. L'équipe Canada domine totalement le jeu et conserve à nouveau la rondelle dans la zone adverse. Une passe rapide à Bobby Hull. Un lancer du poignet et le compte devient 3-0. Un des membres de l'équipe Canada qui s'affirme le plus, Gilbert Perreault, éblouit la foule à plusieurs reprises, mais ne peut déjouer le gardien américain. Que la chance ne souriait plus aux Canadiens, au moment où Jensen, lors d'une échappée, allait compter pour les siens qui n'étaient plus qu'à un point du Canada. Ce point avait semblé rallier les Américains qui visaient maintenant à égaliser le pointage. Quelques minutes avant la fin, Richard Martin voit une occasion lui échapper grâce à la vigilance du gardien américain Pete Lopresti. La mise au jeu se fait en zone canadienne et les Américains retirent le gardien. L'équipe des États-Unis envahit la zone d'équipe Canada et tente de niveler le pointage. Finalement, les Canadiens se dégagent et effectuent une poussée en zone américaine. L'échec avant de Bill Barber porte fruit et désorganise la défensive des États-Unis. Darryl Settler s'empare d'une rondelle laissée libre et la lance dans un filet désert pour mettre fin au match. En finale, Canada 4, États-Unis 2.
Bobby Orr et le gardien américain Pete Lopresti reçoivent les prix Sport O'Keefe, remis aux joueurs les plus remarquables du match. Le tournoi allait bon train et les Soviétiques rencontraient l'étonnante formation suédoise. Les Russes perdaient aux mains des Tchécoslovaques, cependant que les Suédois l'emportaient sur les États-Unis par 5-0. Ce match était d'autant plus important qu'une victoire des Suédois éliminerait presque à coup sûr les Russes de la finale. Les deux équipes se connaissaient bien, suite à plusieurs compétitions européennes. Mais aujourd'hui, l'équipe suédoise bénéficierait du renfort de joueurs ayant fait partie d'équipes professionnelles évoluant en Amérique. À compter de la première mise au jeu, ce fut une démonstration du style européen. Le Suédois Ulf Nilsson entre en collision avec Tretiak et c'est un but pour la Suède. Mais non, c'est refusé. Nilsson est puni pour avoir nui au jeu. 3 minutes plus tard, Nilsson est remis en place et se fait pardonner sa bévue en comptant pour la Suède. Vu l'agressivité du jeu européen, les pénalités allaient peser lourd sur ce match. Les Soviétiques en seraient les premiers témoins, se retrouvant bientôt à court de 2 joueurs, pour la deuxième fois dans la partie. Le jeu de puissance des Suédois, le plus redoutable du tournoi, se manifeste. Börje Salming, aidé de Sjöberg et Nilsson, compte et c'est 2-0 pour la Suède. Il semblait alors que les Suédois accomplissaient le coup de théâtre du tournoi. Mais la puissante machine soviétique réduisait l'écart avec un but au deuxième engagement grâce au tir de Kapustin. La défensive suédoise se resserre et le jeu s'envenime alors qu'on tente de contenir les Russes. Mais l'acharnement de l'attaque russe porte fruit peu avant la demi de la troisième période avec le premier de 2 buts consécutifs. L'URSS menait maintenant au compte de 3-2. Les 2 points marqués par les Russes surprennent les Suédois sans toutefois les décourager. 3 minutes avant la fin, Edberg capte une passe de Salming et le robuste Suédois remet tout en question. Les Suédois jubilent. L'équipe scandinave y va à fond de train et continue d'attaquer sans merci la formation soviétique. Plus qu'1 minute et 28 secondes avant la fin et les Soviétiques écopent d'une pénalité à laquelle le gardien Tretiak répond avec tout le brio et la détermination qui le caractérise. Le compte final, 3-3. Les 2 équipes ont chacune conservé leur chance de participer à la finale. Les Russes disputeraient leur prochain match à l'équipe des États-Unis qui semblait s'affirmer de plus en plus, s'en étant tiré avec un compte égal de 4-4 avec les champions tchécoslovaques. D'autre part, la Suède affronterait les Canadiens, les meneurs dans le tournoi. La stratégie contre les Suédois se résumait en 2 énoncés. Ralentir Salming, le plus efficace chez les Suédois, et y aller d'une solide mise en échec pour désorganiser l'agencement des jeux suédois. Bobby Hull, avec l'aide d'Esposito et Dion, a enregistré le premier point. L'équipe Canada ressentait toujours les effets négatifs de son dernier match disputé aux Américains et ne voulait rien risquer contre les Suédois. Le gardien scandinave fut donc la cible d'un bombardement habilement concerté. Bob Gainey, à sa première présence sur la glace, profite d'un mauvais dégagement du gardien suédois et atteint la cible. Le Canada 2, la Suède 0. Rogatien-Vachon continue de blanchir les Suédois pendant que ses avants réussissent à contenir l'attaque des adversaires.
20 secondes avant la fin de la deuxième période, Mahovlich passe à Dion, qui déjoue à Strome. On fait appel à Bob Gainey, Lanny McDonald et Darryl Sittler pour former une quatrième ligne d'attaque, funeste pour les Suédois. Cette ligne ayant déjà compté un point en enregistrant un autre au cours de la troisième période. Le compte final, Canada 4, Suède 0. Bob Gainey, l'auteur de 2 points, mérite le prix offert par la brasserie O'Keefe. Suite à leur défaite, les Suédois sont sur un pied d'égalité avec les Soviétiques derrière le Canada et la Tchécoslovaquie. Mais ils peuvent encore être de la finale. Leur prochain match allait être contre les Finlandais, jusque-là sans victoire, et se jouer devant les partisans de la MH à Winnipeg. Vers la fin de la première période, Inge Hammarström marque un but pour donner à la Suède une avance de 3-1. Les Suédois continuent de dominer les Finlandais en deuxième période et Alberg porte le compte à 4-1. Tout à coup, l'imprévu se produit. Les Finlandais, Matti Hagman en tête, sortent de leur léthargie et se mettent à compter des buts. Un arrêt formidable de Leppänen donne le signal du départ. Les Suédois sont sidérés lorsque Levo nivelle le pointage. Puis la Suède organise une attaque et Eriksson compte pour redonner l'avance aux siens, temporairement. Les Finlandais rappliquent immédiatement avec un but de Taminen, résultat d'une passe parfaite de Hagman. Rien n'arrête plus les Finlandais qui prennent les devants à 2 minutes 55 de la troisième période. Et les Suédois, éberlués, perdaient toute contenance devant l'équipe finlandaise qui l'emportait au compte de 8-6. Les Finlandais méritaient leur premier point du tournoi et, ce faisant, éliminaient leurs rivaux de toujours, l'équipe suédoise de la série finale. L'équipe Canada n'avait plus que 2 matchs à jouer. L'un contre les Tchécoslovaques, champions du monde, et l'autre contre l'URSS. Tous les amateurs savaient déjà qu'au cours de ces rencontres, on assisterait au meilleur hockey jamais vu. D'abord, les champions du monde. Les Tchécoslovaques en avaient soupé de jouer dans l'ombre des Soviétiques et maintenant qu'ils étaient champions du monde, ils espéraient être reconnus comme tels. Ils savaient que pour y arriver, il leur faudrait battre l'équipe Canada. Les Tchécoslovaques savaient que les Canadiens attendaient les Russes de pied ferme. La Tchécoslovaquie avait perdu aux mains du Canada en match hors série. Pour les Tchécoslovaques hautement motivés, cette rencontre était plus conséquente que leur victoire sur les Soviétiques. Une victoire leur assurerait enfin la reconnaissance qu'ils attendaient et qu'ils méritaient. Ce match allait être un des plus mémorables de l'histoire du hockey. Et pour cause, sans relâche. Les deux équipes effectuaient de nombreuses et rapides incursions en zone adverse. Et inévitablement, ils en revenaient bredouilles grâce aux performances fantastiques des gardiens Vachon et Dzurilla. Les Canadiens commencent à se sentir frustrés, leurs attaques étant constamment repoussées par les prouesses du gardien tchécoslovaque Vladimir Dzurilla. L'équipe Canada avait commencé le match en trombe et pendant un certain temps détenait l'avantage quant au nombre de lancers au but. Et maintenant, les Tchécoslovaques devenaient plus agressifs. Denis Potvin était pénalisé vers la fin de la troisième période. Et les spectateurs avaient le pressentiment que rien n'allait plus. Le Canada sortit indemne de cette pénalité, mais à 4 minutes 19 secondes de la fin, Milan Novi, aidé de Augustin Martinez, enregistrait le premier but du match.
On revoit ici le jeu. Dès le retour de Potvin sur la glace, Novi captait une passe et trouvait le fond du filet des Canadiens. L'équipe Canada retire Vachon des buts quelques secondes avant la fin. Mais le point de Novi allait être le seul affiché de ce match durement disputé. Les champions tchécoslovaques avaient gagné la partie et s'assuraient une place en finale. La rencontre s'était avérée un duel de gardiens et c'est à un Dzurilla débordant de joie et à un Vachon déçu qu'on remettait le prix décerné aux joueurs les plus méritants. Les Russes s'étaient considérablement améliorés depuis le début du tournoi, mais ils étaient privés de quelques-uns de leurs meilleurs joueurs. Des joueurs de la trempe de Yarkouchev, Chadrin et Arlamov, remplacés par des joueurs plus jeunes et qui participeraient au match sans doute le plus difficile de leur carrière contre l'équipe Canada 76. Les Canadiens avaient été vaincus par une formation tchécoslovaque plus cohérente et mieux préparée physiquement. Mais contre les Soviétiques, ils seraient prêts. Il leur fallait gagner ou tout au moins annuler. Sinon, c'était l'élimination. On ne pouvait se permettre la moindre erreur et les Canadiens se lancèrent corps et âme dans le jeu, repoussant les Russes et les forçant à commettre des bévues qui seraient coûteuses pour les Soviétiques. À 5 minutes 34 secondes du début de la première période, Gilbert Perrault, assisté de Lafleur et Potvin, donne l'avance aux Canadiens. Lafleur revenait à l'attaque et seuls les réflexes rapides de Tretiak empêchaient Steve Schott de compter sur le retour du lancer de Lafleur. La tenue spectaculaire de Tretiak donne un regain de vitalité aux Soviétiques qui viennent égaler le pointage avec un but de Vikulov à 10 minutes 22 secondes. Mais l'équipe Canada ne pouvait se contenter d'un match nul. Et avant que la période ne s'achève, Perrault et Potvin préparaient un jeu dont Bobby Hull saurait profiter. Et la Comète blonde ne raterait pas l'occasion, donnant une mince avance de 2-1 à l'équipe Canada. Au cours de la deuxième période, le jeu se resserrait et l'on vint près de marquer de part et d'autre. Les joueurs étoiles d'équipe Canada, tout individuels qu'ils étaient, formaient maintenant une équipe homogène. Et Bill Barber, faisant dévier un lancer de la pointe, assurait les Canadiens d'une marge de 3-1. Nos porte-couleurs redoublaient d'efforts en troisième période. Et n'eût été l'extraordinaire performance de Tretiak, les Soviétiques auraient subi une défaite beaucoup plus. Tretiak était partout, au moment précis pour contrer les efforts des Canadiens. Le tournoi se solderait donc par une rencontre finale 2-3 entre les champions tchécoslovaques et l'équipe Canada. L'instructeur de l'équipe Canada, Scotty Bowman, analyse le système tchécoslovaque et révèle comment son équipe tentera de modifier son style afin de vaincre les champions du monde. Nous devons remettre la rondelle à notre centre le plus vite possible puisque les Tchèques sont très puissants dans la zone neutre. Ils peuvent faire échouer un bon nombre de jeux entre la ligne du centre jusqu'à environ 15 pieds à l'intérieur de la ligne bleue. On a besoin de beaucoup d'espace. S'ils nous arrêtent au centre ou de chaque côté à la ligne bleue, nous devons envoyer la rondelle dans leur territoire et pratiquer une bonne mise en échec. Si on ne pratique pas l'échec avant, comme ce fut le cas, nos adversaires vont nous refouler dans notre territoire. L'équipe Canada, un groupe relativement disparate de joueurs étoiles, s'est formé en équipe solide en quelques 6 semaines et affrontera les Tchécoslovaques dont les effectifs sont demeurés les mêmes depuis plusieurs années. La rondelle est mise au jeu et une équipe Canada bien préparée exécute sa stratégie à la perfection et désorganise complètement l'offensive tchécoslovaque par une solide mise en échec avant et une défensive quasi impénétrable.
À 65 secondes du début, Gilbert Perrault reçoit une passe de Bobby Hull et compte après un lancer foudroyant qui passe entre les jambières de Dzurilla. Voyez comment Hull porte la rondelle en zone tchécoslovaque. Passe à Perrault qui décoche son lancer. Dzurilla a à peine bougé. Bien appuyé par la performance du gardien Rogatien-Vachon, l'équipe Canada continue de patiner, de lancer et de jouer mieux que ses adversaires. Les Tchécoslovaques ne pouvaient s'adapter au nouveau style de jeu des Canadiens et devenaient de plus en plus décontenancés. Mais les joueurs canadiens n'allaient pas s'arrêter là, car Darryl Sittler, un des avants les plus agressifs d'équipe Canada, enlève la rondelle, fait une passe à Denis Potvin qui déjoue le gardien Dzurilla.